Eh bien, bonjour à tous et merci d'être venus sur votre temps de pause déjeuner pour cette conférence intitulée Force des récits, valeurs individuelles et facteurs humains, les sciences humaines pour accélérer les transitions. Alors, peut-être que vous serez un peu surpris puisque normalement nous avions 2 hommes et une femme, enfin 2 femmes avec moi, et puis on a changé la parité. Odile Soulas nous a rejoints et a pris le relais de Nicolas Fiolaine qui s'excuse vraiment de ne pas pouvoir être là, mais il a eu un triste événement dans sa famille et donc il est resté à Lyon pour le week-end. Voilà, merci Odile de prendre le relais. Au rêve citoyen. Pour cette 3e édition des Universités, nous souhaitons nous projeter collectivement vers des futurs souhaitables. Pour reprendre les termes de Rob Hopkins, comment passer du « what is » au « what if » ? Comment raviver et reconstituer notre imagination collective ? Si nous parvenons à ranimer cette précieuse étincelle créative, des sociétés et des cultures entières peuvent changer rapidement pour le meilleur. Le constat est clair. Nous le connaissons maintenant tous, ou presque. Les rapports scientifiques sont nombreux. Dérèglement climatique, effondrement de la biodiversité, pollution plastique, dépassement de 6 limites planétaires sur 9 et toutes les conséquences associées. En gros, les sciences dures ont fait leur job. Mais alors comment se fait-il, constat, la bascule sociétale peine tant à arriver ? Alors voici nos what if. Et si le sujet devait être pris maintenant sous l'angle des sciences humaines ? Et si, par l'analyse des fondements moraux, des appartenances de groupe et des orientations psychologiques, nous arrivions à appréhender les opinions de société ? Et si, en tenant compte des différents systèmes de valeurs, nous étions en mesure d'identifier les lignes de division, mais aussi de consensus, pour engager un public toujours plus large sur les enjeux environnementaux et climatiques. J'ai failli dire politique au lieu de public, le lapsus. Et si les sciences comportementales nous apportaient des connaissances clés sur le facteur humain et éclairer les leviers de changement de comportement individuel et collectif. Et si les nouveaux récits et la projection vers un futur désirable servaient de guide à l'action présente. Et si, c'est le dernier promis, la vulgarisation, l'atteinte de son propre tipping point pour déclencher le changement passait par l'art et l'humour. Finalement, de quel levier disposons-nous pour faire émerger une société structurellement durable et désirable ? Capucine, Odile, Lucas, je suis ravie de vous accueillir pour cette table ronde afin d'aborder ensemble ces passionnants sujets. Alors, Capucine Dupuis, tu es scénariste de bande dessinée décalée et engagée. Tu investigues et croques les absurdités environnementales pour faire tomber les œillères de notre société. Avec des chiffres, des mots et des dessins, tu montres combien nous marchons sur la tête. Et au-delà du constat, tu projettes des solutions, des changements possibles. Tu fais aussi partie des conspiratrices positives issues de l'Institut des futurs souhaitables. Capucine, ton esprit et ta plume permettent un éveil des consciences et la projection vers un futur désirable. Comment les récits et les vecteurs de ces récits peuvent jouer un rôle dans la bascule sociétale ? Alors, pour répondre, j'ai envie tout d'abord de vous conter un conte. Vous êtes prêts ? On raconte qu'un jour, la sagesse voulut entrer dans la maison du roi. Elle se présenta donc aux portes du palais revêtue de toute sa richesse, puisque la richesse est le vêtement naturel de la sagesse. « Je viens rendre visite au roi », dit-elle au gardien. Mais quand le grand vizir en fut informé, il refusa, car il pensait « Si la sagesse informe le roi de ce que nous ne voulons pas qu'il sache, je risque d'avoir
des problèmes. Donc le gardien fut prié de dire à la sagesse que le roi ne pourrait la recevoir. Son vêtement éclatant pourrait tant éblouir que cela rendrait tout le monde aveugle aux choses de ce monde. Le lendemain, la sagesse se présenta de nouveau, mais cette fois, elle avait emprunté à la vérité sa nudité, car la vérité nue est fille de la sagesse. « Je viens rendre visite au roi », dit à nouveau la sagesse, revêtue de toute sa nudité. Le vizir pensa que la nudité de la vérité était aussi extrêmement dangereuse, car il savait que la vérité est fille de la sagesse. C'est ainsi qu'en s'excusant, il donna au gardien la consigne de ne pas laisser venir la sagesse nue comme de la vérité. Le vizir m'a dit aujourd'hui encore que malheureusement nous ne pouvons pas te recevoir car la nudité de la vérité pourrait être un gros scandale pour nous tous et notre morale ne pourrait le supporter. Alors, la sagesse, mère de la vérité, décida de se déguiser, cette fois avec les atours du ménestrel et du conteur. Ainsi travestie, elle se présenta de nouveau à la porte du roi. Le capitaine de la garde annonça un ménestrel venant divertir avec ses histoires l'ennui de la cour, de toute la noblesse, en échange de nourriture et quelques pièces de monnaie. Le grand vizir annonça le bouffon et lui ouvrit grand les portes du palais. Voici comment la sagesse est entrée dans le monde. Et ce que moi, je vois derrière cette maison du roi, derrière cette cour, c'est notre société, c'est nos esprits, c'est nos cerveaux. Et donc, un des enjeux majeurs aujourd'hui, c'est d'arriver à tout simplement rentrer. Après, il faut capter le temps de cerveau disponible, mais déjà, il faut y rentrer. Alors évidemment, le récit ne fait pas la bascule, mais il y contribue. Un récit tout seul, il a peu de chances d'arriver à faire basculer, mais un récit plus une législation, plus une ouverture des consciences, un documentaire, un livre, un film, une discussion, une anecdote, un fait divers, tout ça mis ensemble fait qu'il y a une mayonnaise que bien malin sera celui qui arrive à la décrypter, mais voilà, c'est ça qui bouge tous ensemble. J'ai souvent tendance à comparer notre société à une partie de Mikado géant, où vous avez tous les bâtonnets qui sont imbriqués. Et voilà, si vous bougez un bâtonnet, c'est l'ensemble qui bouge. Et inversement, si l'ensemble bouge, c'est le bâtonnet qui bouge. Et donc là, le récit, c'est un bâtonnet. Et donc, il s'agit de l'activer, mais tout seul, il n'y arrivera pas. C'est pas tout seul avec ses petits bras qui va dire, qui va raconter avec ses histoires, si merveilleuses soient-elles. Bon, le monde bas carbone, c'est super. Partir en vacances sans avion, c'est Byzance. L'élevage sans maltraitance animale, c'est top. Non, il ne va pas y arriver tout seul. Mais l'un plus l'autre, voilà, il vient en amalgame en fait avec un tout. Donc ça, c'est le premier point que j'avais envie de partager. Et c'est ce que moi, donc comme disait Lorraine, je suis scénariste de bande dessinée sur l'environnement. C'est moi ce que j'essaye de garder en tête, c'est cette partie de Mikado géant, et c'est de montrer à la fois le jeu dans son ensemble, et puis ensuite de prendre les bâtonnets un par un. Mais il faut dézoomer, sinon on ne comprend pas le système, c'est trop compliqué, quoi. Donc voilà, ça me permet de dire, voilà, là on est là, on marche sur la tête. Mais si on fait un demi-tour, un saut périlleux, un triple Lutz piqué, ce que vous voulez, on revient sur un pied, peut-être même deux, et ça permet de donner à observer et donner à comprendre. Et à partir du moment où on a réussi à juste donner à observer et donner à comprendre, après les personnes, les lecteurs, en l'occurrence pour la bande dessinée, ou les spectateurs pour d'autres médiums, ils sont libres, et ils sont libres de choisir, soit de continuer à marcher sur la tête, soit de se retourner. Mais voilà, comme dans l'histoire, comme dans le conte de la sagesse, le premier enjeu dans cette histoire-là, c'est d'arriver à rentrer dans la maison du roi, qui est donc le cerveau, et ensuite d'y rester. Et c'est là où l'image peut jouer un rôle, et c'est pour ça que moi j'aime la bande dessinée, c'est que l'image, elle a l'avantage d'aller droit au cerveau, quoi. Il n'y a pas de barrière. Et je pense aussi qu'on est tous des grands enfants et que donc on aime bien avoir une image parlante, éventuellement qui fait référence à des
des références populaires. Donc moi j'utilise beaucoup ça, des films, des tableaux, des statues célèbres, ça va de Star Wars à Tarantino en passant par Blanche-Neige et Winnie the Pooh. Enfin, il y a vraiment de tout. Et ça permet d'aller... on contourne le conscient et l'inconscient. Et puis l'autre levier que j'utilise, enfin je suis pas la seule, mais voilà, c'est l'humour, parce que je suis assez persuadée que l'humour permet de laisser une liberté à chacun. Et ça a un côté, viens, je te prends par la main avec le lecteur et regarde comment on marche ensemble sur la tête. C'est pas genre regarde comment tu marches sur la tête ou regarde comment t'es débile parce que ce que tu fais, je t'explique, c'est pas bien. C'est vraiment, allez, on fait un pas de côté, on prend du recul, on regarde et ensemble on rigole. Et après, si la personne elle a envie de bouger, elle sera beaucoup plus... ça sera plus positif, quoi. Ça sera dans la liberté, donc plus positif. Voilà sur... Mais tout ce que je vous raconte là, en fait, je suis bien incapable de vous le prouver. C'est complètement intuitif. J'ai pas de stats, j'ai pas de théorème, j'ai pas de démonstration mathématique. Éventuellement, ce que je pourrais faire, c'est vous donner un exemple pour illustrer ça. S'il me reste un peu de temps. Il me reste 2 minutes. Je travaille beaucoup sur le plastique, donc je vais prendre un exemple là-dedans. Le plastique, littéralement, moule nos vies. Et le plastique à usage unique, pour montrer son aberration, à la fois climatique et puis pour la santé, je vais vous parler des tampons et des serviettes, enfin les protections hygiéniques à usage unique. Donc pour la petite histoire, pour ceux qui ne savent pas, dans un paquet de serviettes classique, vous avez l'équivalent de 4 sacs plastiques. Dans un tampon, vous avez un film plastique sur la partie absorbante, vous avez une ficelle en polypropylène, vous avez un applicateur en plastique, vous avez un emballage individuel en plastique. Enfin bref, c'est la fête du plastique. Donc l'option 1, pour parler de cette aberration, on pourrait se dire, expliquer qu'une femme utilise en moyenne dans sa vie 180 kg de ces protections dans sa vie, que vous avez 90% qui va finir en décharge, que ça va obstruer les égouts, finir dans l'océan, dans les plages, que ça va coûter entre 1 demi-milliard et 1 milliard d'euros à l'Union européenne par an pour désobstruer, etc., etc. Et que tous ces bouts de plastique, aussi accessoirement, qui sont collés au corps féminin, sont bourrés de dioxines, furanes, et pesticides, et j'en passe. Ça, c'est l'option 1. Le truc, c'est que les personnes concernées, elles se retrouvent quand même avec cette perception du sang qui est dégueu, qui pue, qui est tabou. On a mis des années et des années à faire des publicités sur les protections menstruelles sans voir la couleur rouge, ce qui est assez drôle. Et la première qui a fait ça, c'était il y a 4-5 ans, et ça a provoqué un tollé chez certains. Comment est-ce possible ? Donc voilà, on est dans un contexte comme ça, où il n'y a même pas de distributeurs de protection. On a des distributeurs plutôt de préservatifs, ça c'est ok, mais les distributeurs de protection féminine, non. Pourquoi ? Parce qu'on a ce contexte-là du sang qui est mal vu. Ça fait tache. Et donc, compliqué de dire, de changer le système où évidemment le jetable est privilégié, parce que c'est plus facile de gérer un truc qu'on n'a pas envie de voir. On prend, on jette, hop, loin des yeux, loin du cœur. Et donc, ça a favorisé un essor vraiment impressionnant du plastique à usage unique et pour ces usages-là. Donc, cette option 1, d'expliquer les choses, ça va marcher probablement auprès d'une faible proportion de gens, parce qu'il y a une dissonance, quoi. C'est OK, le système, c'est tout pourri, mais moi, je suis avec mon truc et je ne sais pas comment faire. Et donc, l'option 2, que moi, je considère, c'est... on pourrait expliquer, on pourrait prendre le problème autrement et, par exemple, représenter Blanche-Neige avec sa belle jupe jaune et une tache rouge sur sa jupe jaune, mais qui n'empêche pas le prince charmant de lui offrir une rose rouge avec un grand sourire. Et sous-entendu, en fait, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants quand même. Et inconsciemment, modifier légèrement, je ne dis pas que ça va tout faire, mais modifier la perception du sang qui fait indirectement que le jetable est roi. Merci beaucoup, Capucine.
Donc jouer sur notre rapport aux images, apporter des informations factuelles par le vecteur de la BD peut faire tomber bien des œillères. Je me questionne toutefois sur la force du fait social face au fait scientifique. Comment les faits et les données sociales nous permettent de comprendre certaines clés de la transition? Et je me tourne vers toi, Lucas Francou. Tu es associé de Parlons Climat, une association qui œuvre à élargir le soutien pour une transition écologique rapide et ambitieuse. Issu des techniques de communication et des sciences humaines, vous préconisez des outils et des approches pour mieux parler d'écologie. Vos travaux visant à améliorer notre compréhension de la société vous a permis de classifier la population en 6 grandes familles. Alors Lucas, qu'avons-nous compris sur le fonctionnement de notre société face aux enjeux écologiques et quelles sont ces grandes familles de valeurs et quelles sont les clés de communication à adopter pour s'adresser à chacune d'elles? Merci Lorraine et bonjour à toutes et à tous. Pour commencer, si tu permets, je vais essayer de raconter un tout petit peu justement pourquoi on en est venu à créer du coup Parlons Climat, qui est donc une association qui a 1 an et qui effectivement cherche à engager de nouvelles audiences, de nouveaux publics sur la question climatique. En fait, on est parti du principe que si, grosso modo, on avait déjà réussi à embarquer 25 à 30% de la société, on va dire, dans l'idée de soutenir cette transition, il restait à peu près 70% de la société qu'il fallait encore qu'on aille chercher. Et donc, pour aller chercher, en fait, cette large partie de la société qui n'est pas encore forcément mobilisée, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de partir des gens, justement, de partir des gens tels qu'ils existent aujourd'hui, de leurs valeurs, de leur manière de faire, de leur manière de vivre. Et donc on a 2 activités qui sont très liées. On a une activité qui est liée effectivement à de l'analyse de la société. Donc on va faire des sondages, on va interviewer des gens, on va lire des articles très chiants de sociologie ou de psychologie en se demandant qu'est-ce qu'on peut en tirer pour la transition. Et on a une 2e activité qui consiste à accompagner des organisations qui ont envie d'aller parler justement à ces audiences que nous, on pense qu'il faut aujourd'hui engager dans la transition. Et pour vous donner peut-être un exemple récent qui illustre bien ça, la semaine prochaine, on va sortir la première étude en France sur la relation spécifique que les catholiques pratiquants entretiennent avec le changement climatique. Et on fait ça avec beaucoup d'associations et d'institutions de l'Église qui, derrière, du coup, vont pouvoir utiliser ça pour communiquer au mieux sur ce sujet auprès de leurs audiences, dont on estime que c'est des audiences qui sont particulièrement importantes. Et en fait, chez Parlons Climat, on fait nôtre le constat qui me semble important à partager ici, que la crise climatique, c'est avant tout une crise de la société. C'est une crise avant tout sociale, c'est pas une crise scientifique, c'est une crise de notre fait, c'est vraiment une crise sociale. Et donc, évidemment, on pense que les sciences humaines et les sciences humaines et sociales ont une place absolument essentielle pour pouvoir répondre à cette crise. Et ce matin, ce midi, je voulais vous donner quelques exemples, je pense, qui illustrent bien ça. Je vais peut-être moins partager des conclusions que des choses qui, à ce stade, je trouve, sont des questions, des choses qui m'intriguent, qui pourraient nous intriguer, nous faire réfléchir, en tout cas, à justement l'importance de comprendre le social pour accélérer la transition. Et je voudrais montrer un petit peu en quoi des enjeux comme l'identité sociale, la confiance dans l'État, le niveau de revenu ou les valeurs, qui sont des réalités sociales qui sont totalement extérieures à celles de la transition, en fait, ont un impact extrêmement fort et direct sur nos enjeux de transition, et donc il faut absolument les prendre en compte. Et peut-être un premier exemple sur la notion d'identité sociale qui, moi, me marque régulièrement. En fait, on ne se rend pas compte aujourd'hui, parce que nous, collectivement, je pense que pour beaucoup d'entre nous, on est dedans, l'identité d'écolo, aujourd'hui, est devenue une identité qui est très distinctive, à mi-chemin entre le culturel, le social et le politique. Il y a des gens qui s'y reconnaissent, mais comme toute identité, il y a des gens qui refusent de s'y reconnaître parce que toute construction d'identité se construit aussi contre. Et pour illustrer ça, moi, il y a 2 exemples récents qui m'ont beaucoup frappé. On faisait, il n'y a pas si longtemps, du coup, un focus group, donc on avait des gens, on les faisait parler de la transition, de comment ils voyaient ça, etc. C'était un groupe avec un recrutement plutôt de gens de classe populaire et de classe moyenne, plutôt avec une certaine défiance vis-à-vis de l'État et des élites. Et là, il y a une personne qui nous explique qu'elle s'est équipée d'un panneau solaire, qu'elle s'est mise à faire du vélo, qu'elle fait du compost également,
Et donc il y a une des autres personnes qui était dans ce groupe-là qui lui dit « Ah, mais du coup, t'es super écolo ». Et là, la personne immédiatement et assez sèchement lui répond « Non, je suis pas écolo, je fais des économies ». Et ça, c'était un moment qui a été assez important pour moi pour comprendre justement à quel point en fait il y avait des gens qui aujourd'hui pouvaient refuser cette identité d'écolo que d'une manière ou d'une autre on essaie de leur coller parce qu'ils ne s'identifient pas en fait à ce groupe et à cette identité sociale-là. Et encore à ce moment-là, c'était peut-être pas si problématique parce qu'en l'occurrence, c'est quelqu'un qui avait quand même adopté quelque part les comportements qui sont un petit peu les plus vertueux. Mais il y a des exemples qui sont un peu différents. En l'occurrence, dans une grande étude qui a été publiée il y a 1 an sur l'alimentation, on a demandé aux gens qui n'étaient pas végétariens, donc qui consommaient de la viande, voire beaucoup de viande, pourquoi est-ce qu'ils n'étaient pas végétariens? Qu'est-ce qui les empêchait en fait de passer ce pas-là, de changer de régime et donc d'adopter un régime qui globalement est quand même un peu plus aligné avec nos objectifs de transition. Et une des principales raisons qui étaient données par les personnes qui du coup n'adoptaient pas un régime végétarien, c'était de dire en fait parce que je ne partage pas les convictions des végétariens. C'est pas de dire que ça me gêne ou ça va me poser problème ou quoi, c'est vraiment se dire en fait je ne partage pas les convictions de ce groupe de gens qui ont adopté un comportement et en fait du coup je ne veux pas adopter ce comportement pour pas être identifié à ce groupe de gens. Et donc je trouve que c'est sur ces 2 points, on voit bien qu'on a des enjeux d'identité sociale et de distinction qui de fait aujourd'hui peuvent conduire à ralentir la transition sur certains aspects. Pour continuer sur cette idée que finalement la transition, elle s'inscrit dans notre société, dans des visions du monde et des enjeux qui la dépassent en fait assez largement, il y a un deuxième exemple que je voudrais vous partager sur comment en fait ces enjeux de transition s'articulent très directement avec l'enjeu de la confiance dans l'État et dans les institutions. En fait, aujourd'hui, d'ores et déjà, en France, quand on teste en fait les facteurs qui expliquent le fait qu'une mesure soit acceptable ou non. Là, on est sur des mesures plutôt individuelles. Limiter la vitesse sur l'autoroute à 110, diminuer sa consommation d'eau, par exemple, changer son régime alimentaire ou autre. En fait, ce qui rend ces politiques plus ou moins acceptables, le facteur qui l'explique le mieux, c'est la confiance dans l'État et dans les institutions. C'est pas le fait d'avoir un engagement écolo, c'est pas le fait d'être politiquement je sais pas où, c'est pas une question de revenus. En fait, c'est la confiance dans l'État, aujourd'hui, qui va le plus expliquer le fait de savoir si une personne est d'accord ou pas pour accepter des mesures de politique publique qui viendraient contraindre son comportement individuel. Et là, on voit bien la confiance dans l'État, en fait, c'est pas le job des écolos de faire grandir la confiance dans l'État potentiellement. Mais en fait, là, on se rend compte que si, on a un enjeu collectif, du coup, à prendre en compte ces questions-là, parce que sinon, elles vont devenir bloquantes pour la transition. Et un tout dernier exemple que je trouve intéressant là-dessus, et qui montre bien, je trouve, comment le social peut accélérer ou pas la transition, et qui nous permet aussi de réfléchir à nos interventions, en fait, à comment est-ce qu'on intervient dans la société. Collectivement, on passe souvent beaucoup de temps à faire des interventions pour que les gens connaissent mieux les enjeux du changement climatique et les priorisent, donc sur des enjeux de science, que les gens y pensent régulièrement. Et en fait, on s'est rendu compte qu'une plus grande connaissance justement des enjeux du changement climatique et une plus grande priorisation de cet enjeu-là, ça avait des effets très distincts sur 2 types de variables de comportement. Si jamais vous êtes plus au courant de ce qui se passe sur le changement climatique et que vous priorisez beaucoup cet enjeu-là, alors vous allez être un grand soutien des politiques publiques en faveur de la transition. Vous allez vous engager dans des associations et potentiellement, vous allez même voter pour des partis qui font attention à ce sujet-là. Ça, il y a un effet qui est statistiquement très robuste sur ces enjeux-là. Par contre, même si vous êtes beaucoup plus conscient et que vous priorisez beaucoup l'enjeu du changement climatique, ça va avoir beaucoup moins d'impact, et un impact qui est souvent même marginal statistiquement, sur les comportements de consommation. Parce qu'en fait, la consommation, elle est vraiment encastrée dans du social, elle est avant tout déterminée par de la géographie et du niveau de revenu, et en fait, une orientation écologique au niveau des idées a un impact nettement moindre sur la consommation que sur du support à des politiques publiques ou alors de l'engagement dans des associations. Et donc là, ça doit vraiment nous poser la question sur nos modes d'action, en fait. Qu'est-ce qu'on cherche à faire bouger quand on essaie de sensibiliser les gens?
Et pour finir ce premier tour, voilà, le but c'était juste d'ouvrir la réflexion sur la place justement des sciences sociales et de cette connaissance du social dans la transition. Et parce que, encore une fois, pour répéter ce que je disais en amont, vraiment, je suis très persuadé, la crise écologique, c'est avant tout une crise de la société. Et donc, on ne la résoudra qu'en comprenant ce qui se passe aujourd'hui dans la société. Merci Lucas. C'est vraiment passionnant et moi je trouve que cette approche elle est particulièrement pertinente pour convaincre et mobiliser parce qu'on part vraiment des gens tels qu'ils sont. On essaie de les comprendre, on n'essaie pas de les changer et je pense que c'est vraiment comme ça qu'on aura les clés de changement, de bascule de notre société. Alors Odile Soulas, merci d'avoir remplacé au pied levé Nicolas Fiolaine qui n'a pas pu se joindre. Tu es un esprit libre et tu as de multiples casquettes. Anciennement statisticienne, tu es devenue coach systémique, thérapeute, permacultrice et poétesse du vivant. Tu accompagnes des dirigeants en mode warrior à ralentir pour mieux être et devenir des leaders éclairés et inspirants. Tu animes aussi des fresques du facteur humain et des marches du temps profond, ici même à l'Université en plus. Odile, quelle est ton expérience vis-à-vis de ta propre transition et qu'est-ce que tu souhaites nous partager sur ce cheminement ? Merci Lorraine, tout d'abord, de m'avoir permis de participer à cette conférence aujourd'hui. Merci à tous dans l'assistance. Ce que j'aimerais aujourd'hui partager, c'est tout simplement quelques morceaux de mon expérience. Il y a encore très peu de temps, 4 ans, j'avais vraiment aucune conscience écologique. J'étais dans un métier de fonctionnaire, statisticienne, très prise, très occupée, très impliquée. Et c'est vraiment par une forme d'ennui et de conflit de valeurs que j'ai décidé de faire un switch. Et au cours de ce switch, j'ai effectivement pris conscience de l'ensemble des problématiques auxquelles on est confronté aujourd'hui. Donc un gros choc. Donc dans l'exposé que j'aimerais vous faire dans la suite, je vais aborder 3 éléments. Tout d'abord, quelles histoires on se raconte. Ensuite, comment on change de paradigme. Et enfin, quel récit commun on peut aborder. Quelles histoires on se raconte ? En fait, on est sans arrêt en train de se raconter des histoires dans nos têtes. Dans nos têtes, c'est des « il faut »,« je dois », surtout quand on sait, parce que quand on sait, il faut agir. Donc il faut, je dois être performant. Et puis de l'autre côté, il y a quand même cette société capitaliste depuis très longtemps qui nous, qui nous oblige à être heureux. Il faut profiter, il faut avoir du plaisir, il faut être bien, il faut sourire. Donc il faut, je dois, puis en même temps, je dois sourire. Donc ça nous conduit à faire des masques, à avoir des masques sans arrêt dans notre vie personnelle, parfois même en famille, dans notre vie professionnelle, où on dit bonjour, ça va, on ne sait même pas vraiment si la personne va bien. Donc face à la prise de conscience de tous les enjeux d'avenir, de tout ce qui se casse la figure au niveau sociétal, au niveau environnemental, au niveau éthique, on a peur, tout simplement. On a peur. Il y a plein d'autres émotions qui peuvent nous venir aussi, de la honte de ne pas avoir pris conscience avant, la colère de ne pas se sentir à la hauteur pour agir, de la colère vis-à-vis de gens qu'on estimerait mieux placés que nous pour agir et qui ne font pas ce qu'il faudrait, la tristesse aussi, par rapport à ce qu'on connaît et qu'on va peut-être perdre. Face à toutes ces émotions, dans une société où on n'a pas vraiment l'opportunité de les exprimer librement, on a plusieurs possibilités. Soit la fuite, on ne veut pas voir, on est dans le déni.
On préfère rester dans cette illusion de nos représentations au travail ou en famille, de tout va bien. On peut être aussi dans une forme de sidération. Sidération où on ne sait pas quoi faire, par quoi commencer, c'est trop gros. Je ne sais pas, je ne peux pas, je ne bouge pas. Et puis enfin, il y a le réflexe de survie. J'attaque, je réagis. Et alors on peut attaquer de différentes manières, soit de manière agressive, en étant révolté, en allant se battre, ou alors de manière plus constructive, se disant, bon, bah, il va falloir se retrousser les manches et travailler ensemble. C'est vraiment ce qui m'a animée quand j'ai pris conscience de tout ce qui s'effondrait dans le paysage de mon avenir et de celui de mes enfants. J'ai eu une première étape de repli sur moi. Comment ne pas être dépendant de tout ce qui nous environne? Ça va se casser la figure. J'ai peur. Je suis partie en campagne. J'ai une passion des plantes. Et j'ai appris les bases de la permaculture. J'ai tout quitté, hein, le confort de ma place de fonctionnaire. Alors, c'était pas toujours confortable. Hein, comme je l'ai dit, j'étais en conflit de valeurs. Mais voilà, j'avais quand même un très très bon salaire, garanti jusqu'à ma retraite. Je suis partie seule en campagne, sur 3500 mètres carrés, où j'essaye de créer mon jardin-forêt. Parce que, le premier besoin de l'humain derrière la peur, c'est sa sécurité. Et ma sécurité, elle passait par avoir un logement, avoir un endroit où je pouvais me nourrir, les deux besoins essentiels que partagent tous les êtres humains. Alors dans ce changement de vie, tous mes repères sont un peu tombés par terre. Première chose de ce changement de paradigme dans lequel je me trouve, c'est je ne sais rien. J'ai beau avoir fait des études supérieures, j'ai beau avoir une tête qui fonctionne comme une Ferrari, me disent mes amis. En fait, je ne sais rien. Je ne sais rien de l'autre. Je ne sais rien de ce qui se passe. On est dans un monde de plus en plus complexe, de plus en plus mouvant, avec des événements, des crises qui vont nous arriver en cascade. Comment je vais réagir à tout ça? Ce repli sur soi, c'est d'abord une conscience que je ne me connais pas moi-même. Je ne sais pas comment je veux me positionner. Et avant de pouvoir partager des valeurs avec d'autres, il faut se poser la question de quelles sont les valeurs qui vont me porter, quelles sont les valeurs qui vont me motiver, quelles sont les valeurs pour lesquelles j'ai envie d'œuvrer. Deuxième changement de paradigme, c'est que mieux se connaître, c'est un élément indispensable, mais on n'est rien tout seul. Alors je fais partie d'un tout humain et d'un tout non humain. Et comment on est capable d'aller vers les autres qui sont dans leur propre chemin, à un moment ou un autre de la prise de conscience écologique, et comment on reste ouvert pour comprendre pourquoi ils agissent. On reste ouvert pour pouvoir entrer en relation avec eux, avec le cœur, parce que c'est là où on arrive à créer du lien, c'est là où on arrive à se faire comprendre et entrer dans une réelle interaction fructueuse. Donc être à l'écoute de soi, à l'écoute des autres, et à l'écoute de la nature aussi. Cette nature qu'on a bafouée, on est dans une société où effectivement on se bat, on est dans la compétition, on veut la meilleure place. Cette conscience de je fais partie d'un tout, c'est qu'en fait, je suis un tout petit élément comme les fourmis parmi le cycle de la vie depuis 4,6 milliards d'années. Dans ce changement de paradigme, un troisième élément qui me semble important, avec ma casquette d'ancienne statisticienne, les chiffres, tout ça, la science, c'est la première chose que j'ai fait. Hein. J'ai été écouter Arthur Keller, j'ai regardé toutes les vidéos possibles, j'ai regardé toutes les cartes de la France à l'ère de l'Anthropocène pour savoir où il fallait que je m'installe, où c'était le moins risqué. Mais qu'est-ce qui comptait pour moi?
Ce qui comptait pour moi, c'était de rester près de mes enfants. C'était de pouvoir être là pour eux. Dans l'adversité, on a besoin de liens. Et dans l'adversité, plus que le savoir, c'est l'expérience qui compte. C'est le vivre. La transition, il y a urgence à bouger, oui, mais pas n'importe comment. Et pour pouvoir bouger en conscience, il est nécessaire de ralentir, de se poser pour comprendre ce qui se passe en nous, de laisser s'exprimer ce qui a besoin de se laisser exprimer. Pardon. Donc il me reste 2 minutes, donc il faut que j'accélère. Le récit commun. Le récit commun, bien, c'est comment effectivement on bascule une société où on a un peu perdu le sens de nos vies, l'interaction, la valeur que l'on met aux choses, à ce qu'on vit, même dans quelle gratitude est-on par rapport à tout ce dont on profite aujourd'hui, cette nature qui s'expose à nos yeux, cet air qu'on respire qui est encore assez pur pour qu'on soit suffisamment en bonne santé. Comment on peut passer de cette société de la matérialité, de la consommation, du culte de l'argent, à une société qui prend le temps de cultiver d'autres richesses. Finalement, si on considérait que toutes ces contraintes et ces crises sont une formidable opportunité. Une opportunité de revenir à ici, maintenant. Parce que des projections, voilà, on ne sait plus les faire. Hein. Les projections, ça se base sur le passé. Ben oui, mais tout ce qui va se produire ne s'est encore jamais passé. Donc il faut accepter l'incertitude. Il faut accepter de ne pas savoir. Il faut être indulgent avec soi-même. Parce que c'est parce qu'on aura cette compassion par rapport à nous-mêmes qu'on pourra l'avoir vis-à-vis des autres. Et c'est pas aussi une plus grande présence, une présence à ce qui se passe là, à ce que je vis, qu'on pourra être dans la gratitude, dans la réciprocité, dans la création de liens forts, durables. Et c'est ça qui va nous permettre de construire notre résilience sur la base de nos besoins essentiels, l'alimentation, l'air, l'eau, le sol, avoir une protection d'un habitat sûr et tout simplement des liens forts, des liens justes, des liens du cœur qui nous nourrissent. Donc voilà, je vais terminer simplement sur ce récit que j'ai envie de porter, de l'individualité à l'universalité, parce que c'est en allant se trouver à l'intérieur de soi qu'on se reconnaît à plus grand que soi. Merci. Merci beaucoup Odile pour son retour d'expérience et je retiens la nécessité des petits pas du quotidien et d'un esprit qui reste optimiste et accueillant vis-à-vis de la contrainte, ainsi que la projection dans un futur lucide et inspirant comme guide dans le changement de la perspective humaine. On va passer maintenant dans une seconde phase de cette conférence de discussion entre vous autour d'une grande question. Et puis ensuite, on aura un temps de questions-réponses avec la salle. Donc n'hésitez pas aussi à penser et à écrire vos questions. Il y aura deux micros qui tourneront. Alors pour cette question, ce que j'ai perçu derrière chacune de vos interventions et l'enjeu qui est commun, je dirais que c'est l'enjeu d'appropriation de ces savoirs. Finalement, comment la société peut-elle percevoir ces informations pour déclencher la mise en mouvement et comment on peut mieux transmettre ces savoirs pour aboutir ce grand projet de bascule sociétale. Et peut-être, Capucine, je te laisse commencer sur cette grande question de l'appropriation. Oui, évidemment, il faut convoquer les imaginaires. Je vais peut-être reprendre un exemple sur le plastique. Je suis désolée, je suis un peu monosujet, mais parce que quand même, ça fait 3 ans que je travaille sur ce truc et 3 ans que je passe mes journées à tomber de ma chaise tellement c'est fascinant comment cette pieuvre a grossi et continue de grossir et nous enveloppe.
Le plastique, avant les années 50, il n'existait à peu près pas. Enfin, le plastique synthétique, j'entends. Et aujourd'hui, c'est le 3e matériau le plus fabriqué au monde. Donc on peut se demander comment il a fait sa transition à lui, le plastique. Dans ses débuts, c'était vraiment l'allié de la société de consommation, parce que la société de consommation, faut consommer vite, sinon elle ne s'appellerait pas société de consommation. Et le plastique était un super allié, enfin reste un super allié, parce que ça permet de consommer, jeter. Donc les deux sont étroitement liés. Et comment cette croissance a été permise ? C'est entre autres dans la façon qu'ont eu les industriels de le présenter. Et quand je me suis mise en immersion dans les vieilles publicités des années 50, c'est vraiment hyper drôle. Parce que vous avez du petit bébé en train de manger dans son assiette en styron, qui est le plastique de l'époque, au businessman, en passant par la mère de famille, enfin tout le monde est concerné. Et la clé de voûte de tout ça, c'est vraiment le plastique, c'est le matériau de ce siècle, et c'est la clé du bonheur. C'est la clé de la liberté et c'est la clé du bonheur. Je vous donne un exemple, il y a une publicité qui m'a vraiment fait rigoler, c'est une de celles de Tupperware. Tupperware, en soi, c'est déjà une histoire, c'est une saga de ouf, et vous avez une pub où vous avez une montagne de boîtes Tupperware de toutes les couleurs, c'est hyper beau. Au sommet de cette montagne, vous avez un drapeau américain. Ça commence bien. Et le slogan, accrochez-vous, c'est « Women of America, declare your independence ». Et en arrière-plan, vous avez une pin-up. C'est génial. Et en sous-titre, c'est Demand your kitchen freedom. Réclamez votre liberté en cuisine. Et donc, inconsciemment et consciemment à la fois, je pense, ce qui se passe, c'est le plastique, c'est la porte ouverte vers la liberté. Et je veux dire, qui ne rêve pas de liberté, quel que soit son statut, son revenu, son sexe, son passif. Donc ça, c'est un exemple. Après, il y en a plein d'autres, mais c'était vraiment We Enter the Age of Plastic, et c'est la maison tout en plastique, etc. Donc on a vendu ça, on a vendu à la ménagère que le cellophane, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais bref, le cellophane lui permettait de garder les aliments plus longtemps et donc de recevoir ses copines avec un gâteau tout frais. Et donc elle avait plein d'amis grâce au plastique. Et puis c'était pareil pour l'unité familiale, en fait. Parce qu'elle avait réussi à bien s'organiser grâce au plastique, elle pouvait enjoy un dîner en famille, parce que tout le monde est content. Hop, plastique, liberté, plastique, bonheur. Génial. Et puis après, il y a le côté jetable. Alors, c'est Dorothée Moissan qui explique ça dans son livre « Les plastiqueurs ». Il a fallu éduquer les gens à ne pas jeter. Ça nous paraît ahurissant aujourd'hui, évidemment, puisque il faudrait faire à jeter. Voilà, vous voyez, c'est mon cerveau qui bug. Donc il a fallu, merci pour la rectif, il a fallu leur apprendre à jeter. Et devant les premières machines à café où vous aviez des gobelets jetables, donc, mais en plastique, les gens, ils prenaient leur café avec le gobelet, et puis ils gardaient, et puis ils collectionnaient les gobelets, parce que ça ne leur venait pas à l'esprit de les jeter. Et donc on a mis des panneaux en leur expliquant, mais non, tu vas jeter, tiens, il y a une poubelle, tu vas jeter. Ah d'accord. Et puis de fil en aiguille, voilà. Mais donc il y a une éducation qui a été faite dans un sens, puis aujourd'hui, il y a une éducation qu'il faut faire dans l'autre sens. Mais tout ça est étroitement lié aux imaginaires. Merci beaucoup Capucine pour ces exemples. Tu veux rebondir de suite ? Oui, moi c'est même sur ces exemples et puis plus largement, moi je trouve sur cette notion d'appropriation qui me semble effectivement super importante pour se dire comment est-ce qu'on va parler à des nouveaux publics et différents publics. Enfin, je trouve qu'il y a une première forme déjà, je trouve, d'humilité collective qu'il faut qu'on ait sur le fait de se dire que une idée ou un principe qui est approprié, qui dans différents secteurs de la population, comme toute idée ou principe qui voyage, il mute un petit peu. Et donc la manière que nous, on a de percevoir ces enjeux, de ce qu'il faudrait faire, ce qu'il ne faudrait pas faire, etc.,
il faut admettre que tout ça va un peu mute, en fait, peu à peu, au fur et à mesure qu'il y a différents secteurs de la société qui vont s'approprier, en fait, ces idées et ces principes-là. Et donc ça, je trouve que c'est parfois un peu dur, parce que ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'il y a des batailles quelque part qui sont gagnées, il y en a d'autres peut-être qui sont un petit peu perdues aussi. Mais voilà, il y a vraiment cette idée que pour qu'une idée soit appropriée dans la société, forcément, les gens l'adaptent un petit peu à leur manière. Et je trouve qu'il y a sur ces enjeux aussi d'appropriation, il y a toujours ce côté aussi de se dire comment est-ce qu'on signale à beaucoup plus de monde qu'aujourd'hui qu'il y a de la place pour elles et eux dans la transition. Et pour moi, un des enjeux centraux qu'on a là-dessus, c'est comment est-ce qu'on a des gens qui parlent de ces sujets-là, avec qui tout plein de secteurs de la population peuvent partager, par exemple, des traits de certaines de leurs identités. Moi, pour vous rebondir sur l'exemple de tout à l'heure, faire parler beaucoup de gens qui sont par exemple des catholiques de ces sujets de transition, par définition, si jamais vous êtes catholique et que vous activez l'empathie avec l'émetteur qui parle de ces sujets-là, en fait vous allez potentiellement vous sentir beaucoup plus engagé. Et donc je trouve que cette question de la représentation et donc ce côté, il y a de la place pour vous en fait dans cette transition-là, elle me semble extrêmement importante et elle va avec, je trouve, un certain nombre de choses qui étaient soulevées aussi tout à l'heure. C'est aussi des modes d'engagement dans la transition qui doivent être quand même aussi assez ouverts. Le côté, il n'y a pas un chemin en fait et qu'on a peut-être une tendance de fait à hiérarchiser, survaloriser un certain nombre de types d'engagement. Moi le premier, je suis par exemple actif dans un certain nombre de collectifs militants et donc je valorise énormément l'engagement militant, associatif en l'occurrence. C'est pas forcément quelque chose qui est possible ou qui va convenir à tout le monde. Et donc je trouve que dans ces enjeux d'appropriation aussi, je pense qu'il faut qu'on soit ouvert et qu'on multiplie aussi les manières de s'engager. Et du coup, je trouve qu'il y a tout plein des dispositifs, par exemple aussi comme les fresques, les marches, etc. Mais il y a un milliard d'autres, des BD. Enfin, pour moi, ça fait aussi partie en fait de ces dispositifs très divers qui permettent d'ouvrir plein de portes d'entrée aux gens pour qu'ils puissent rentrer, on va dire, dans ces sujets de transition via la porte qui leur convient le mieux. Et donc, c'est des vrais enjeux d'appropriation pour moi. Oui, tout à fait. Et puis, ce que tu mentionnais, ça me fait aussi penser au travail qu'a fait Ferris Barka avec Banlieue Climat, qui parle en fait ce langage et qui a toute cette approche de la banlieue et qui arrive à accrocher toute cette population qui était encore assez éloignée du sujet, ou Vince Kanté qui a aussi un peu bousculé ce qu'on avait comme profil type de youtubeur qui vulgarisait sur ce sujet. Et en fait, je pense qu'effectivement, ça va être la multiplicité des visages qui va permettre à chacun de s'approprier ça, parce qu'on restera sur les propres valeurs et leurs propres compositions telles qu'ils sont aujourd'hui, pour qu'ils prennent conscience, qu'ils atteignent leur fameux tipping point pour ensuite basculer. Et puis, Odile, moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ton discours, et je pense que peut-être que l'enjeu d'appropriation, il passera par là, c'est aussi ce côté d'authenticité et d'humilité, de se dire que, oui, en fait, on a tous eu notre coming out écologique récemment, presque. Enfin, voilà, les plus anciens, c'est peut-être les premières lectures du rapport du GIEC dans sa version 1, mais je pense qu'on est peu nombreux dans cette salle à avoir pris conscience il y a si longtemps que ça. Donc comment aussi le côté de discours authentique, comment l'humilité des personnes qui parlent, et qui parlent avec le cœur, sera un vecteur pour embarquer le plus grand nombre. Alors, moi, je vais le prendre sous un prisme vraiment du rôle du monde du travail, parce que on passe quand même, la plupart des gens passent énormément de temps, 8 heures par jour au travail. Et donc, c'est comment on va faire bouger les lignes sur le récit de la réussite sociale, la réussite personnelle, la réussite collective. Et ça, pour moi, ça passe par une appropriation justement de tous les dirigeants, tous les managers sur leur posture. Et tu parlais d'humilité, oui, je pense que on ne va pouvoir s'en sortir qu'en faisant travailler tout le monde, quel que soit son statut, quel que soit son poste, parce que c'est l'intelligence collective qui va nous sauver. C'est l'émergence de nouvelles idées qu'on n'a pas encore eues, puisqu'il faut complètement qu'on réinvente nos modes de vie. Et je crois que ça,
ce nouveau récit de la réussite, elle va passer vraiment par une reconnexion, oui, à ce qui est vivant en nous. Qu'est-ce qui vit vraiment à l'intérieur de nous? Et ça passe par cette authenticité, par la reconnaissance des émotions. Et bien sûr, la reconnaissance des émotions, ça ne veut pas dire que on ouvre la porte à ce que tout le monde se gueule dessus au travail ou je ne sais quoi. Non, c'est à un moment donné, on permet aux gens de comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes pour leur redonner la souveraineté, leur capacité à se réguler, à entendre ce qu'ils ressentent et à pouvoir ensuite exprimer. Parce que dans les liens qu'on établit, la difficulté, c'est la communication. C'est que, on l'a évoqué, Lucas l'a évoqué tout à l'heure, le langage. Je veux dire, moi, on me dirait t'es écolo, je ne m'identifie pas comme écolo. Je fais ce que je peux aujourd'hui pour changer de vie. J'ai une vie très au ralenti à la campagne où voilà, j'essaye d'évoluer sur plusieurs fronts. Essayer de cette appropriation aussi de la diversité. On parle beaucoup de la biodiversité, mais il y a l'humain diversité, je ne sais pas comment on dit. Voilà, j'ai plus une casquette de statisticienne, j'ai une casquette multiple parce que c'est ce qui aujourd'hui fait la richesse de ma vie, de pouvoir me ressourcer dans mon jardin, de produire ma propre nourriture, de pouvoir apporter aux gens dans du coaching ou de la thérapie. Et puis, cette reconnexion au vivant, elle passe aussi par ce lien à la nature qu'on a perdu. Donc l'appropriation aussi de notre place au sein du vivant. Comment on fait finalement comme les fourmis. Une société humaine a beaucoup de liens avec une société de fourmis. Mais comment aussi on apprend de la nature en l'observant. Quand vous avez, je ne sais pas, deux directions différentes qui ne se parlent pas, c'est un peu comme si on avait la forêt qui ne parle pas à la prairie. Ben non, quand on regarde la nature, il y a une vie énorme qui se passe dans les bordures, d'où l'importance des haies. Donc réapprendre à comment fonctionne le vivant pour s'en inspirer dans nos organisations, c'est à mon avis essentiel de se réapproprier ces bases de la vie qui nous relie entre nous et avec notre environnement. Merci beaucoup, Odile. J'avais aussi... je peux laisser applaudir. J'avais aussi envie de te demander, Capucine, toi qui es une conspiratrice positive, de nous expliquer aussi qu'est-ce que tu conspires, quel est ton cheminement qui t'a amené là, peut-être nous parler de ton passage par l'Institut des Futurs Souhaitables et voilà, comment votre communauté, elle agit en souterrain, en sous-main pour nourrir cet enjeu d'appropriation dans la société. Alors, on n'agit pas que en souterrain. Là, on est en souterrain. L'Institut des Futurs Souhaitables, il est au-dessus, par exemple. Vous pourrez passer. Ils ont un stand dans le hall. Ils vous expliqueront tout ce qu'ils font. Mais en deux mots, juste pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un institut de prospective et qui met le doigt sur quelles sont les métamorphoses de la société en cours. Et puis, du coup, quels sont les scénarios qui se dessinent devant nous. Et parmi ces scénarios, lesquels sont souhaitables. Mais c'est vraiment une version très, très concise. Et effectivement, il y a un esprit très conspirateur, quoi. Et donc, chacun vient avec sa personnalité et chacun fait comme il peut, comme il veut faire. Donc, il y a autant de façons de conspirer que de personnes qui passent par là. Mais pour répondre à ta question quand même plus directement, moi... je sais pas, par exemple, je vais éteindre les enseignes lumineuses dans la rue, on se marre bien, on est avec des copains, on prend un balai, on accroche un rouleau de peinture, vous savez, les trucs comme ça, sans le rouleau, mais voilà, ça fait un espèce de cran. Et puis vous vous baladez, et ce que les gens ne savent pas forcément, c'est que déjà, ils sont tenus d'avoir un petit boîtier pour les pompiers, pour au cas où il y a un incendie. Et donc, en fait, si vous faites clac, comme ça, sur le boîtier, ça s'éteint. Donc c'est drôle, c'est hyper gratifiant, parce que vous avez le résultat sous les yeux. Et j'accompagne ça de lettres, j'écris des lettres à chaque enseigne où je fais ça, j'explique pourquoi. Et je fais ça de façon assez bisounours, gentille, pour expliquer. Mais on s'amuse bien. Puis ça donne lieu à des discussions, parce que forcément, je vais parler aux gens aussi.
Voilà, ça c'est un exemple. Et puis mon autre exemple, mais qui vient de mon expérience sur le plastique, c'est que depuis 2 ans, j'ai un radar à plastique qui s'est développé, évidemment. Et notamment les discours de greenwashing et puis les discours tout simplement faux me grattent, sérieusement. Et donc un jour, j'avais acheté un paquet de tisane. Normalement, j'achète en vrac, mais là, j'avais besoin de sachets, donc j'achète dans un magasin bio. Et puis, je regarde l'emballage, il y avait vraiment marqué, c'était super, quoi. C'était emballage, papier FSC, pas de colle, pas de vernis, éco-responsable. Enfin, vous aviez tous les mots-clés. Je me dis, OK. Je rentre chez moi, j'ouvre la boîte, et là, je vois chaque sachet emballé individuellement dans du plastique. Je me dis, zut, j'ai mal lu. Je reprends l'emballage, je regarde toutes les coutures. Non, il n'y a pas le mot plastique une seule fois. Tiens, c'est curieux. Je vais sur le site de la marque. Là, pareil, je screen tout. Pas une mention. Je me dis, ils se foutent quand même du monde. Et du coup, je leur ai écrit. Je leur ai dit, dites donc, vous n'auriez pas oublié de parler du plastique là dans vos emballages? Puis vous êtes au courant qu'il fait 4 cm, donc jamais il sera recyclé. Et puis que même si c'était recyclé, de toute façon, ça ne marche pas. Enfin bref. Je leur pose la question. Êtes-vous au courant? J'ai eu une réponse dans les 24 heures. Ah, oui, bien sûr, nous sommes au courant. Ça doit être une fin de l'eau que vous avez eue. Ok. Il faudrait que je leur réécrive pour savoir si la fin de l'eau est finie. Mais donc j'ai fait ça et j'étais quand même surprise de recevoir une réponse. Et puis du coup, j'ai réitéré ça sur d'autres fois où il y a des trucs qui m'embêtaient. Genre, je suis fan de macarons et j'avais repéré des macarons dans un magasin bio trop bons. Je pouvais pas m'en passer, entre guillemets, enfin c'est pas ça, mais j'aimais bien. Et puis c'était sous plastique, et je me suis dit, et j'ai commencé à moins en acheter, puis à plus en acheter, puis après je me suis dit, c'est con quand même, donc je leur ai écrit, dites donc, moi je suis fan de vos trucs, mais arrêtez de les mettre sous plastique, je les achèterai à nouveau. Et donc on est rentré dans une discussion, ils m'ont passé le service marketing, puis le service R&D, puis j'ai passé des heures au téléphone avec eux pour essayer de comprendre comment faire et tout. Et voilà, ça fait 2 ans que je fais ça entre minuit et 2, que c'est mon hobby. Et je peux affirmer de façon moi-même surprise que j'ai 100% de taux de réponse. Et je peux vous dire que je n'écris pas toujours des pavés. Parfois oui, mais parfois c'est s'incline, c'est hyper simple et tout le monde peut le faire. Et je prends ça comme un jeu et je me dis, voilà, on est peut-être 3 pelés à faire ça en France, mais de l'autre côté, il ne faut pas croire, ils ne sont pas plus que 3 pelés non plus. Je veux dire, même Coca-Cola, qui est le pollueur numéro 1 plastique, ils sont peut-être 10-12 dans l'équipe marketing en France. C'est pas énorme. Et du coup, quand vous venez mettre une couche comme ça, à les gratter là où ça fait déjà un peu mal, parce qu'ils sont pointés du doigt par la législation, par les médias, par plein de trucs, ça c'est une couche supplémentaire et elle a un impact. C'est comme si vous passez devant un magasin, vous avez beau être, je sais pas, un magasin sur les Champs-Élysées avec 2 millions de personnes par seconde, s'il y a juste un pelé qui passe et qui fait un tag en disant disons ça suffit ton truc là, c'est pas soutenable, ça a beau être ça va se voir et ça va faire bouger, ça va contribuer à faire bouger plutôt. Voilà un exemple de conspiration. Trop bien. Donc une solution pour occuper vos insomnies entre minuit et 2. Alors il nous reste 3 minutes pour la table ronde, pour laisser du temps aux questions-réponses. Alors je ne sais pas si je la pose, parce que ça va être quand même une vaste question, mais Lucas, tout à l'heure, tu m'as vraiment interpellée quand tu m'as dit que le changement, il passerait davantage par une confiance dans notre État. Ça m'a un peu mis du plomb dans l'aile. Tu peux nous en dire plus ? Je vais essayer de répondre en 2 minutes max. En fait, c'est juste de se dire qu'aujourd'hui, tout le point de mon propos, c'était de se dire il y a tout un tas de faits sociaux, sociétaux et politiques, en fait, qui impactent très directement la transition et pas forcément ceux auxquels on penserait au départ. Et là, le point, c'était vraiment et ça pour le coup, enfin vraiment, c'est une étude du Cevipof que vous pouvez retrouver, qui doit dater d'il y a 1 mois ou 2, où ils ont fait une analyse statistique avec des régressions, bref, des trucs de statisticiens, quoi. Je connais ça par cœur. Et où ils ont vraiment mis en avant que le facteur qui rendait les gens, qui faisait que les gens étaient plus ou moins, le plus grand facteur, le meilleur prédicteur pour savoir si les gens allaient accepter ou non une mesure de politique publique qui avait un impact sur leur comportement individuel, c'était la confiance dans l'État. Et ça, pour moi, c'est un enjeu important pour nous tous collectivement, dans le sens où plus les années avancent, plus un des modes centraux en fait, d'expression
on va dire, de notre État, ça va être de la régulation sur le climat. C'est ce qui est en train d'arriver, c'est ce qui arrive, c'est ce qui va arriver de plus en plus. Et donc, plus ça va arriver, plus les gens qui ont une défiance vis-à-vis de l'État, en fait, vont développer une forme de défiance vis-à-vis des politiques climatiques, puisque le mode d'expression central de l'État sur les années à venir, ça va être de plus en plus la politique climatique. Et donc c'est un vrai enjeu, et c'est un vrai enjeu pas seulement sur le papier, enfin on pourrait revenir sur à quel point cette grille de lecture est valable ou pas sur les Gilets jaunes, par exemple, qui était quand même un public très défiant vis-à-vis des institutions, mais aussi plus récemment, si certains suivent l'actualité européenne, aux Pays-Bas, où en fait un parti populiste plutôt anti-climat a pris le pouvoir, notamment en fait en surfant sur son opposition très forte à des politiques climat mises en place par le gouvernement. Et donc on voit de plus en plus le fait que en fait ces politiques climat, elles vont se mêler à l'État, et donc l'enjeu de la confiance dans l'État et dans les services publics et de la manière dont on décide ensemble, et donc la transparence, la démocratie, etc. En fait, ça va devenir central. Merci beaucoup. Alors, il nous reste une petite minute pour dire un mot de la fin, si tu le souhaites, Odile. Peut-être juste une petite réflexion qui m'est venue à l'intervention de Lucas. C'était la confiance dans l'État. Je pense qu'il faut vraiment distinguer la confiance dans les agents de l'État et la confiance dans les politiques qui dirigent l'État. Et je pense que là, il y a vraiment une distorsion et voilà, un grand écart avec... Pour en venir voilà, à un univers qui est de plus en plus contraint, avec des politiques publiques de plus en plus angoissantes, parce qu'il faut des résultats, etc., des diminutions de moyens et des injonctions paradoxales aussi dans tous les sens. Et donc ça, je pense que voilà, dans à peu près toutes les familles, il y a quelqu'un qui travaille dans un service de l'État, donc on connaît un peu, on les connaît ces gens-là, c'est pas non plus... Et en même temps, des politiques qui parfois voilà, sont toujours dans cette formule d'ego, de recherche de pouvoir personnel, et où là, à nouveau, il va falloir réinventer, je pense, et se mobiliser pour promouvoir des politiques qui sont dans l'humilité. Merci beaucoup. Et donc, je vous propose qu'on se tourne vers vous pour prendre vos questions. Alors, des questions d'écolos ou pas, des questions tout simplement de gens lucides sur le sujet, parce que c'est peut-être le mot de la fin que j'avais envie de dire. Soyons lucides et de plus en plus lucides grâce à toutes ces conférences et au partage de vos savoirs. Merci à tous les trois. Peut-être, ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on prenne 3 questions. Comme ça, on prend 3 questions et puis on a 25 minutes devant nous pour les échanges. Ok. Bonjour. Je vais oser me lancer sur une question qui ne me concerne pas personnellement, mais qui est intéressante d'un point de vue écologique et que vous avez soulevé, Capucine, à savoir les protections hygiéniques et les protections mensuelles, puisque c'est vraiment d'actualité, pour le coup, puisqu'il y a eu cette idée de mettre à disposition des protections gratuites pour notamment les jeunes et les personnes qui sont en situation de précarité. Et donc, d'un point de vue, on se dit, c'est chouette et c'est vraiment super d'un point de vue social, on va dire. Et de l'autre, finalement, on est en train d'aggraver le problème parce que, finalement, si j'ai bien compris, le gouvernement a dit très, très récemment qu'en fait, il rembourserait les protections renouvelables, je ne sais pas comment on dit exactement, voilà, plus écologiques. Mais sauf que, si j'ai bien compris, il n'y a pas de message global en disant attention, ce serait bien toute la population d'aller vers quelque chose de plus écologique. Donc il y a un discours qui est complètement, pour moi c'est complètement contradictoire et je trouve que c'est intéressant aussi de réfléchir à comment ça se passe dans le monde entier. Parce que moi j'ai travaillé par exemple sur les couches jetables. En fait il y a toute petite partie de la population mondiale qui utilise des couches jetables et heureusement parce que ce serait absolument catastrophique. Donc voilà, c'est une question assez complexe. Oui, bonjour. Je voulais remercier Capucine d'avoir à ce point-là pointé du doigt les plastiques, parce que quand on a fréquenté les services de cancer pédiatrique, ce qui a été mon cas il y a de nombreuses années,
forcément, on est sensibilisé à ça. Quand vous demandez aux médecins pourquoi tous ces gamins ont des cancers, et une fois qu'ils vous ont dit que ce n'est pas un terrain héréditaire, ils vous répondent que c'est l'environnement. Et vous leur dites, et quoi dans l'environnement? On ne sait pas. On ne sait pas. Alors vous rentrez chez vous et vous balancez tous les plastiques, vous balancez tous les tissus synthétiques, les polyesters, les perturbateurs endocriniens, les produits ménagers, vous balancez tout et puis vous espérez. Or, il se trouve qu'il y a une science humaine que je connais bien parce que je l'enseigne, qui est la seule à pouvoir parler éventuellement de la production de plastique, c'est l'économie. Moi, j'étais venu effectivement pour entendre parler des sciences humaines qui accélèrent la transition. L'économie, plus j'enseigne, plus je crois que c'est une science inhumaine et qu'elle n'accélère pas du tout la transition, mais qu'elle ralentit et qu'elle empêche la transition. Et je voulais juste dire que je crois qu'il est très important que les gens s'informent sur ce que c'est que l'économie, sur ce qu'est le discours économique dominant qui pollue nos imaginaires, comme le dit Serge Latouche, qui a colonisé totalement nos imaginaires et qui nous empêche de transitionner, qui nous empêche d'aller vers un monde meilleur. Et il faut faire, comme le disait John Robinson, la grande économiste keynésienne, qui disait « Apprenez l'économie, non pas pour en tirer des solutions toutes faites, mais pour éviter d'être encore trompé par les économistes. » Voilà, j'encourage tout le monde à ça. Oui, bonjour, j'enchaîne. Moi, j'ai appelé Picard pour la petite histoire, pour les emballages. Je suis en plein dedans depuis un mois avec eux. On n'arrête pas de s'écrire, c'est génial. Ben voilà, moi j'ai eu quelqu'un au téléphone, j'écris pas, je téléphone directement. Plusieurs remarques. Tout d'abord, par rapport aux règles, je trouve que c'est un sujet hyper intéressant. C'est vraiment peut-être symbolique de la transition écologique et sociétale. Il y a un enjeu culturel énorme. Et chaque fois, je me dis, mais pourquoi on ne le transforme pas en engrais? Première chose. Deuxième chose, fresque du climat. J'interviens en milieu scolaire et je suis effarée par la manière dont on utilise la fresque du climat. C'est catastrophique ce qui en ressort, c'est-à-dire que nos gamins de 12 ans, on leur dit qu'ils vont crever de faim, ou ça va être la guerre, ou ça va être la sécheresse. Et je pense qu'il est absolument urgent d'inventer des nouveaux récits sociétaux. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui et c'est le propos de ma venue ici à Nantes. Et un petit bémol par rapport au plastique. Quand je parle du plastique à ma mère et à ma grand-mère avant, c'était quand même une super solution pour la ménagère. C'était le premier matériau hyper léger, alors qu'avant, elles avaient des baquets en métal, en porcelaine, en que sais-je, etc. Donc, c'est intéressant, cette idée de cheminement, en fait, de la société, de la culture. Voilà, c'est tout. Alors, je propose qu'on commence à répondre aux quelques questions. Alors, il faudra m'aider si j'oublie des morceaux. Sur la contradiction que vous pointez, je suis hyper étonnée parce qu'on est dans une société où généralement il n'y a pas trop de contradictions. Donc ça m'étonne, peut-être faudrait vérifier. Et plaisanterie mise à part, je ne sais pas quoi trop vous dire, à part qu'il y a depuis quelques mois des négociations qui se sont ouvertes sous l'égide de l'ONU pour un traité international contre les pollutions plastiques. Que j'ai envie de dire, c'est un peu la seule porte d'espoir que j'aperçois dans l'horizon, et que la France est plutôt bien positionnée dans les négociations, enfin bien positionnée dans le sens plutôt moteur pour aller vers une réduction de la production et vers de la réutilisation. Et que là, j'étais il y a 15 jours à l'Assemblée nationale pour chauffer les députés, et voilà, voir avec eux comment faire avancer ces questions-là. Et que j'espère qu'il y en a qui commencent à comprendre que oui, en fait, c'est bien de distribuer des produits à usage unique pour lutter contre la précarité menstruelle, mais que ça serait quand même mieux d'aller vers de la réutilisation, et notamment les cups. Enfin, les cups, elles sont en bonne croissance, hein, ça c'est plutôt bon signe, et que ça évitera les fameux dioxines, furanes et pesticides, etc., qu'on trouve dans les perturbateurs endocriniens dont vous parliez, monsieur, aussi. Enfin, voilà, les perturbateurs endocriniens, moi je veux bien aller vers une société où les matériaux sont plus légers, c'est plus facile, c'est moins fatigant pour nos mères, nos grands-mères, même nos grands-pères. Enfin, voilà, tout le monde est concerné. Mais à quel prix? Je veux dire, à quel prix je préfère porter un sac 10 fois plus léger
mais me taper des cancers, chute de la fertilité, diabète, enfin la liste en fait des conséquences de ces perturbateurs endocriniens et autres PFAS que vous trouvez dans les plastiques. C'est une liste qui est comme ça. Enfin, donc à quel prix? Enfin, moi, verso, en tout cas, me coller un truc dans une partie relativement intime de mon corps toute ma vie avec tout ce que je sais qu'il y a dedans, bof, quoi. Je préfère éviter dans le doute. Et même si... il y avait une phrase qui m'avait marqué qui était voilà, plein de scientifiques issus de médecine de différents bords qui parlaient de plastique, qui se réunissent tous les 2 ans. Et il y en avait un qui disait « l'absence de preuve n'est pas preuve de l'absence ». Donc oui, aujourd'hui, c'est un peu comme sur les pesticides, on n'est pas forcément capable de prouver, même s'il y en a qui sont cancérigènes avérés par exemple, mais on ne prouve pas forcément que notre exposition au plastique génère tel cancer du sein, de la prostate et tout. Il y a quand même des grosses suspicions. Donc voilà, pour répondre à cette première question. La deuxième, sur l'économie. Non, ouais, c'était quoi? C'était l'exposition au plastique. Une remarque, ouais. Et... ouais. Et je vous invite à venir voir Timothée Paric aussi cet après-midi qui va nous parler de décroissance et de post-croissance. Ensuite, je me souviens de la question sur transformer en engrais cette belle matière. Je ne sais pas du tout si des choses existent dans ce sens. Par contre, je peux vous dire qu'il y a une société qui s'appelle les Alchimistes, une petite boîte super, qui travaille depuis 6 ans ou 7 ans sur des couches fertiles et qui sont très bien partis. Enfin, en fait, ils ont expérimenté, ils ne sont pas passés à l'échelle niveau national, mais ils ont expérimenté dans plusieurs collectivités, puisqu'une couche, c'est du plastique, puis vous avez quand même 75% de matière organique, donc c'est ballot d'incinérer les milliards chaque année, comme ça. Donc je vous invite à suivre ça, c'est des couches compostables, et puis peut-être vous pourrez leur soumettre votre idée. Et c'est le petit coup de pub, parce qu'ils sont là-haut dans le village des initiatives. Ah, je ne savais pas. Est-ce que l'un ou l'autre veut rebondir? Moi, je voulais bien rebondir sur la contradiction. En fait, on est bourré de contradictions tout le temps. Donc, c'est comment, effectivement, on essaye de développer la culture du « et » pas forcément l'exclusion. C'est-à-dire que chacun avance à son rythme, parfois dans des silos. Oui, il y a des politiques publiques qui ne se parlent pas. Donc, c'est comment on va améliorer ça pour créer de la transversalité. Je peux vous dire que j'ai travaillé au SGAR des Pays de la Loire, donc coordination interministérielle de politique publique. C'est pas simple du tout. Et je travaillais sur les migrations, notamment sur les problématiques d'hébergement d'urgence. Oui, on a un budget, il faut faire des priorités, il faut faire des choix. Donc, si on veut des politiques qui soient plus saines, qui soient plus efficaces, il faut aussi se rendre compte de la marche qu'on a à franchir et que voilà, c'est pas si évident et que ces contradictions qu'on constate aujourd'hui, bien sûr, œuvrer pour les signaler. Hein. Je crois que c'est hyper important, notre capacité à chacun de contribuer à cette culture du « et ». Et j'aime bien aussi insister sur cette culture du « et » qui nous concerne aussi à l'intérieur de nous. Moi, j'ai beaucoup été dans le masculin pendant des années, dans le faire, dans l'agir, dans le travail, voilà. Et le féminin, aujourd'hui, prend une place plus importante dans l'accueil, dans la capacité à improviser, ma venue aujourd'hui, dans la capacité juste à être sans attente. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je répondrais peut-être juste un petit mot sur la fresque du climat. Je pense que c'est un bel outil quand même de prise de conscience, même si je vous rejoins sur le fait qu'il ne faut pas non plus effrayer, notamment les jeunes enfants. Oui, après, voilà, il y a aussi une mise en action derrière, il y a d'autres outils. Vous parliez de nouveaux récits, donc il y a la fresque des nouveaux récits. Mais voilà, je pense que c'est quand même un bon outil aussi pour prendre conscience de l'impact systémique, comment toutes les choses sont entremêlées. Après, bien sûr, ça dépend des animateurs, de la manière dont on le met
en place. Mais pour moi, c'est plutôt une source d'espoir. Et pour l'avoir animé même auprès de jeunes publics, je trouve qu'on en ressort avec des solutions, on en ressort acteur. C'est ce côté aussi que tu soulevais tout à l'heure, Odile, de dire, en fait, la peur, c'est une émotion, et l'émotion, c'est dans le sens même du terme, c'est emotion, c'est comment on se met en mouvement. Donc cette émotion, elle va nous pousser à agir, elle va nous pousser à changer nos comportements. Et ça passera aussi par les jeunes générations. On prend une deuxième série de questions. Bonjour à tous. J'avais une question pour tous les trois. En fait, je réagis encore une fois sur l'intitulé, les sciences humaines pour accélérer les transitions. Je me demandais quel était votre regard sur la place que l'histoire et la philosophie, alors je ne parle pas forcément des disciplines, la grande histoire, la grande philosophie, mais pratiquées au quotidien et dans la discussion avec les autres, pouvaient avoir pour accélérer les transitions. Je m'explique par un ou deux exemples. Vous avez mentionné, Madame Dupuis, le fait que finalement il y a des choses. On a dû apprendre aux gens à jeter en fait des gobelets en plastique parce que c'était pas du tout instinctif. Et je pense qu'en effet, si on revient quelques générations en arrière, à nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ceux qui ont connu la guerre par exemple, il y a des choses qui sont aujourd'hui évidentes dans la société de consommation qui est la nôtre, qui leur paraissent complètement ou qui leur paraissaient complètement absurdes. À l'époque, réparer, réemployer, utiliser sa bicyclette, avoir un potager, c'était des choses qui semblaient évidentes. Donc est-ce qu'il n'y a pas une façon, aussi en se tournant vers le passé, vers une partie de ce passé qui peut nous apprendre, en fait, nous réapprendre des choses qu'on a oubliées. Il y a aussi des choses qui ont été dites ce matin qui étaient intéressantes sur est-ce qu'il faut invoquer des notions comme l'économie de guerre en fait, pour raconter un nouveau récit autour de la raréfaction des ressources. Donc quelle place de l'histoire. Et pour ce qui est de la philosophie, je pensais notamment à votre récit, Madame Soulas. Vous parliez à la fin de savoir se réancrer dans nos besoins essentiels. La philosophie, elle nous donne des outils justement pour questionner, pour distinguer qu'est-ce que c'est des désirs, qu'est-ce que c'est des besoins, quel est le chemin du bonheur. Donc voilà, est-ce que vous avez un avis sur cette question ? Oui, bonjour. Je ne sais pas si on m'entend. Ouais. C'est une remarque et en fait, ça va faire écho à une discussion qu'il y a eu précédemment, parce qu'il se trouve que je suis cofondateur et président de l'association Humo Sapiens, qui vise à transformer les corps en humus, les tombes en arbres et les cimetières en forêt. Et donc, c'est pas un hasard, je pense qu'il s'est ressorti assez rapidement dans la discussion par rapport au sujet du jour. Ce qui a été à l'origine de ma démarche, c'était justement de se dire il faut qu'on arrive à tendre vers un autre récit où il y aurait un autre rapport au vivant. Voilà, où on ne serait plus dans une logique de distanciation, de séparation, mais bien de reconnexion. Et donc voilà, juste pour dire qu'on peut en parler avec tous ceux qui sont intéressés. Et par rapport au sujet des sciences humaines, on s'appuie évidemment beaucoup dans notre démarche sur les sciences humaines, on va dire sur une temporalité plus ou moins longue, mais on s'appuie notamment sur un comité de recherche qui est fait de philosophes comme Dominique Bourg, anthropologues, sociologues, et qui viennent éclairer comment la population française est en train de changer sur ces questions-là, à tous les niveaux. Et sur le sujet qui m'est cher, en l'occurrence, juste 2 chiffres à vous partager qui viennent un peu mesurer comment les choses sont en train de bouger par rapport au rapport au monde. Un sondage qu'on a fait l'année dernière montre qu'il y aurait 59% des Français qui aspireraient à une mort régénérative, c'est-à-dire aller jusqu'à faire don de leur corps pour régénérer l'environnement. Ça paraît peut-être évident pour les personnes qui sont là dans la salle, mais ça traduit un vrai renversement de rapport au monde par rapport à ce qu'était la vision de société jusqu'à encore quelques années et comment c'était du coup traduit par nos choix funéraires. Le deuxième chiffre, c'est qu'il y a 46% des Français qui seraient prêts à recourir à la terramation. Donc c'est la traduction un peu directe de l'aspiration à une mort régénérative. Donc voilà, c'était plutôt un témoignage qu'une question. Je me suis permis, vu le sujet qui a été remonté, mais en tout cas, je trouve que ça illustre bien le fait comment les sciences humaines viennent à la fois aider à comprendre et quelque part aussi à soutenir une transition de société. On va prendre une 3e question là-haut. Bonjour, merci beaucoup déjà pour votre intervention et cette conférence. Moi j'ai un peu une question, donc je comprends un petit peu comment on peut construire des récits.
des nouveaux imaginaires, mais ma question serait plutôt comment de créer un récit commun qui unit plutôt qui divise via par exemple des outils de sensibilisation. Donc je sais que c'est une question qui est très large. Si vous avez des pistes, voilà, ça m'intéresse. Merci. Ok. Je vous propose qu'on arrête là les questions pour avoir quelques minutes pour répondre. Il nous reste 7 minutes pour la table ronde et on a été autorisé à dépasser un tout petit peu comme la précédente avait eu du retard, mais pas trop, sinon on va rater les plateaux repas des intervenants qui doivent avoir faim. Je vous laisse rebondir. Merci pour ces questions. D'abord, pour rebondir sur la dernière, et juste pour dire que je ne vais pas y répondre, notamment parce que... non, mais c'est intéressant, c'est des questions de position et de posture. Moi, on a vraiment une approche chez Parlons Climat, par groupe social aussi, en se disant qu'il faut parfois apporter de la spécificité. Et donc, on travaille plus, nous, là-dessus, sur potentiellement des récits spécifiques aussi, pour potentiellement certains segments de la population, etc. Et donc très intéressé, par contre, si vous voulez répondre plus sur ces imaginaires communs. Et simplement pour rebondir sur le rôle des sciences humaines, de l'histoire, de la philo, moi, il y a un truc auquel je crois, il y a un mot que j'aime bien là-dessus, c'est pour moi un des rôles principaux notamment par exemple de l'histoire ou de la socio, peut-être encore plus que de la philosophie, c'est le fait de défataliser, le fait de dire que, en fait, encore une fois, il n'y a pas de destin écrit, que à la fois, enfin, par exemple, la sociologie, en nous montrant, et je crois que c'était Bourdieu qui disait ça, qu'en nous montrant en fait les structures collectives, nous permet aussi de s'en échapper. Et de la même manière, je trouve l'histoire est aussi une science qui nous permet de voir qu'il y a eu beaucoup de choix. Il y a toujours beaucoup de choix. Et à chaque étape de l'histoire, il y a eu des choix à un certain moment. Et donc je trouve que cette notion de défataliser, elle est en fait assez forte et c'est une manière de rendre quelque part, de nous rendre notre agentivité et notre capacité d'agir. Et peut-être pour rebondir aussi sur le côté de la philo en particulier, moi la chose à laquelle ça m'a tout de suite fait penser, c'est tout mouvement transformateur de la société, de toutes les façons, a besoin d'une forme d'armature intellectuelle d'une manière ou d'une autre. Ça a été le cas dans l'histoire, et là très récemment, parce que bref, je lis des trucs là-dessus en ce moment, on se rend compte que par exemple, un des grands mouvements quand même mondiaux qui traversent les sociétés en ce moment, c'est entre autres le mouvement, on va dire, animaliste, droit des animaux, et qui a été vachement régénéré en fait par un champ un peu spécifique, notamment de la philo et de l'éthique, que sont les animal studies, qui en fait a débouché sur l'antispécisme, qui a débouché sur la création d'immenses mouvements militants un peu partout dans le monde sur ces sujets-là. Donc je trouve que la philosophie notamment a ce pouvoir très particulier de nous permettre de penser le monde différemment, de concevoir des manières de voir et de penser le monde, et qui, encore une fois, équipe de l'action. Moi, c'est ça ce que je trouve particulièrement important là-dedans. Je veux bien rebondir sur la première question sur la place de l'histoire et la philosophie. C'est sûr que voilà, si on décide de vivre moins dans le confort, il y a toujours cette idée de retour en arrière, hein, quand on ne parle pas d'Amish. Donc non, c'est aussi comment dans l'histoire on arrive à voir autre chose que peut-être toute cette séquence d'évolution technologique, tous ces héros, et qu'on redonne peut-être un petit peu de visibilité sur les modes de vie. Et cette philosophie qui existait déjà, par exemple, chez des paysans qui avaient une vie très simple, mais qui finalement avaient du temps. Et j'ai revu encore quelques vidéos il n'y a pas longtemps de l'INA, qui sont vraiment édifiantes. Également chez des enfants d'ailleurs, qui s'exprimaient d'une manière incroyablement... comment dire, avec beaucoup de recul, beaucoup de conscience déjà de comment fonctionnait le monde. Et je crois qu'effectivement, des ateliers philo très jeunes pourraient avoir beaucoup d'effets sur cette ouverture de conscience de plus en plus tôt et dans toutes les sphères de la population. Sur le deuxième point, sur les récits communs, comment faire, moi j'aurais tendance à dire que c'est construire des ateliers sur
ce qui nous rassemble, parce qu'on a toujours tendance à voir ce qui nous sépare, à avoir la peur d'être rejeté, à la peur de ne pas appartenir au groupe, d'aller vers, de faire connaissance. Mais en fait, c'est cette vidéo là au Danemark où ils énoncent des phrases et puis il y a tout un groupe qui se déplace en fonction de si oui ou non ils appartiennent à ce groupe. Et c'est formidable, parce qu'à ce moment-là, on crée des liens. Les gens se reconnaissent, les gens appartiennent au même groupe, les gens se rendent compte qu'ils se ressemblent. Donc par quoi on se ressemble? On se ressemble par nos besoins essentiels, universels, on se ressemble par notre façon d'aborder nos émotions. Et donc ça, c'est des liens forts, c'est des liens de base sur lesquels, plus on va partager, plus on va se rendre compte qu'on a des choses en commun. Voilà. Ouais. Du coup, on a l'autorisation officielle de dépasser de 5 minutes, si vous avez envie de rester avec nous. On va prendre 2 questions, s'il vous plaît, soyez synthétiques. Et puis comme ça, après, on aura une réponse et un petit mot de la fin de chacun de nos intervenants. Merci beaucoup. Oui, j'ai été très frappé par l'intervention. Merci à tous les trois. Lucas a parlé d'une crise de la société derrière la crise climatique, ainsi que l'incapacité à certains de se projeter comme étant écolo. Ma question est relative à cette frange de la population en France qui, on l'a vu aux dernières élections présidentielles, s'identifie à un récit national fantasmé, auquel je ne souscris pas, mais qui est bien présent. Ma question est comment parler à cette France? Comment avoir un récit spécifique qui permette de convaincre cette France de l'urgence du problème climatique, de les engager dans ce sens? Merci. Et donc bonjour. Donc ma question adressée à Lucas, c'est donc vous disiez qu'il y avait un lien entre la confiance dans l'État et l'acceptation de politique ou de comportement écologiste. Est-ce que ça veut dire que du coup nous nous on est des shifters donc qui sommes mobilisés peut-être malgré notre défiance vis-à-vis des politiques publiques, et donc est-ce que ça veut dire qu'en tant qu'association il faut qu'on se démarque de ce qui est l'écologie gouvernementale? Et est-ce que ça veut dire aussi que typiquement, si on remettait le PTEF au président, est-ce que ça veut dire que typiquement, il aurait toutes les chances d'échouer parce que justement, il y a cette défiance qui s'est installée? Ouais, Lucas, bouquet final. Tu laisses un petit temps de conclusion pour chacun après? Oui, je vais répondre très vite. Comment on engage? On bosse. Enfin, sérieusement, si je pouvais faire la réponse en moins de 2 minutes, je n'aurais pas de travail. Objectivement, c'est des questions qui sont super complexes, mais quand même, pour moi, la première réponse, c'est on écoute, en fait. On commence pas par vomir sur les gens. On les écoute vraiment. Nous, enfin moi, par exemple, on fait toutes les 6 semaines, on fait 15 entretiens semi-directifs avec des personnes qui sont plutôt des gens plutôt défiants vis-à-vis de l'État, qui vont plutôt voter pour des partis populistes, etc. Pour en fait juste comprendre, en fait. Et parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses, c'est très important de se décentrer, je pense, dans ces moments. Il y a une deuxième chose qui me semble très importante, c'est admettre qu'il y a tout un tas d'émetteurs, du coup, qui vont pas pouvoir marcher, en fait, vis-à-vis de populations qui sont pas c'est pas des gens qui vont nécessairement avoir confiance, par exemple, dans des assos écolos, etc. Et donc, il faut aussi trouver les bons émetteurs vis-à-vis de ces gens-là. Et donc, voilà, je suis désolé, c'est une réponse que partielle, mais c'est les seules choses que je me sens à l'aise de pouvoir dire là. Et deuxième point, juste sur la défiance vis-à-vis de l'État. Moi, je pense pas du tout. Il faut absolument bosser avec l'État. En fait, la transformation, enfin, moi, je ne vois pas de manière dont la transformation de la société se fait sans l'État. Enfin, c'est l'instrument qu'on a et avec lequel il me semble qu'on doit bosser, c'est l'État. Simplement, on a un intérêt collectif à ce que potentiellement l'État agisse d'une manière qui donne plutôt aux gens confiance dans la manière dont il agit, pour qu'à moyen terme, quand la plupart de ces expressions politiques, encore une fois, vont être des politiques climat, pour qu'il y ait de la confiance et du soutien vis-à-vis de ces politiques climat. C'était plus dans ce sens-là, c'était plus se dire, en fait, on a une forme d'intérêt collectif à ce qu'il y ait de la transparence, de la démocratie, que les services publics fonctionnent bien, etc., pour que quand potentiellement il faudra peut-être prendre des mesures un peu plus ambitieuses et un peu plus rapides, et en fait, il y a pas une telle défiance vis-à-vis de l'État que quoi que fasse l'État, en fait, on dise non. C'est un peu comme la question des référendums, quoi. Au bout d'un moment, la question, c'est qui pose la question. Et là, ce serait un peu pareil avec l'État, et donc il ne faut pas arriver à cette étape-là, je pense. Et si j'ai compris, la question, c'était aussi dans l'autre sens. Est-ce que l'État
et pas en défiance vis-à-vis des productions des shifters qui sont peut-être marquées aussi par la personne de Jean Covici. Probablement, mais je n'ai pas d'éléments non plus. J'ai l'impression que ça se passe bien, les shifters, j'ai l'impression que le PTEF et tout, ça va, vous avez des rendez-vous. Enfin, moi, j'ai l'impression que les shifters sont plutôt bien reconnus, mais j'ai pas d'éléments particuliers. Ça marche. Un petit mot de la fin, chacun, peut-être ? Si vous en avez envie. Moi, je conclurai sur cette phrase de Ionesco qui dit que la vérité est dans l'imaginaire. Et j'ai un peu parlé du rôle de l'image dans la force des récits. J'ajouterais aussi quand même les mots qui peuvent être qui tout double, quoi. Ça peut être des petites doses d'arsenic qui viennent infuser et rendre les choses toxiques. Et c'est Camus aussi qui disait que mal nommer les choses, c'était contribuer au malheur de ce monde. Donc utiliser les mots, et malheureusement, j'ai envie de dire, nous, les personnes, le mouvement, la tendance écolo est pas forcément très bien loti en termes de mots. Et la sobriété a été connotée, c'est que des mots assez négatifs ou perçus comme péjoratifs. Et donc, j'aurais envie de vous inviter à créer des mots et à repenser les mots. Et pour vous donner un exemple, le renoncement, qui est un mot où l'effort, renoncement, ça revient souvent pour être écolo, il faut renoncer. Non, en fait. Et je propose le concept de reouissement, qui consiste à dire oui. En fait, je ne dis pas non à quelque chose, je dis oui à quoi. Voilà. Odile ? J'ai envie de dire gratitude pour ce moment de partage, pour ce moment d'échange. Et puis vraiment, je vous invite à re-questionner vos croyances qui sont un facteur humain hyper important sur la manière dont on va interagir avec le monde. Donc vraiment, revoyez-les de manière avec acuité pour savoir lesquels sont juste des beaux discours sociétaux, lesquels vous voulez conserver pour vous-même et lesquels vous voulez promouvoir pour l'avenir. Merci beaucoup. Et moi, Merci et bon après-midi à vous. Merci à tous 3 intervenants. Merci à vous pour vos questions et votre écoute. Comme mot de la fin, moi je dirais aussi qu'on doit se reconnecter au vivant et que ce sera vraiment une des clés, repositionner l'humain dans la toile du vivant, qui nous permettra de changer les paradigmes de notre société. Merci à tous.